Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, vie de rôliste et les 15 questions rôlistes de Rôliste TV. Oui, les Rôlistes TV nous ont concocté une quinzaine de questions. Sur le jeu de rôle, évidemment. On aime ça, les questions. On aime ça, y répondre. Écoute, RPG a Week, RPG a Day qui s'en vient. Pourquoi pas avoir 15 questions de Rôliste TV? Et j'espère que vous allez participer. Questions intéressantes. Des questions qui ressemblent à des questions qui ont déjà été posées dans les différents événements que je viens de nommer. Mais quand même, l'exercice est toujours intéressant. On aime ça, se faire questionner. C'est comme si on était en entrevue tout le temps. Bon, je commence sans plus tarder. D'ailleurs, les questions sont dans les commentaires en bas. Du moins, il va y avoir une façon pour vous de les retracer pour pouvoir y répondre. OK, je commence ça. Question numéro 1. D20 ou D100? En moins, définitivement, le D, le pourcentage, a la cote dans cette question. Écoute, j'aime ça, les pourcentages. J'aime le jeu Basic Role Playing qui est essentiellement basé sur des pourcentages. Il y a plein d'autres jeux semblables. Il y a des jeux que c'est des pourcentages égaux ou moins. Il y a des jeux que c'est des pourcentages qu'on regarde plutôt vers le haut, donc comme les jeux de Marvel. J'aime les pourcentages, c'est accessible. Je trouve que c'est facile de jouer avec ça. C'est comme très flexible quand il y a des pourcentages. Le D20, je l'aime moins. Je le trouve très aléatoire. Je trouve ça dangereux, un jeu avec un D20. Non, j'aime bien les jeux avec les D20, mais j'ai toujours une petite pointe de frustration quand je joue à des jeux à la donjon, là, quand je roule le D20. Je trouve que c'est imprévisible. Vous allez dire que le D-pourcentage, théoriquement, il n'y a pas bien de différence avec le D20, c'est vrai. Mais la plupart des jeux qui ont été faits avec le D100, je les trouve plus faciles à travailler que les jeux qui ont été faits avec le D20. C'est comme ça, donc D100. 2. Quel a été ton jet de dés le plus improbable? Donc, ouais, ça c'est une anecdote que j'ai déjà racontée ici. Du moins celle qui me revient, là. Écoute, c'est un prêtre que j'avais créé, Donjons et Dragons 2e édition. J'avais créé une religion, la religion de la fin du monde, en tout cas. C'est ça. Puis mon fameux prêtre, encore pas, il était pas bon. Avec sa masse, je ratais tout le temps. Je pense que j'ai jamais réussi un foutu jet de dés. Après 3-4 séances, je donnais des coups dans le beurre. Puis à un moment donné, mon personnage et moi-même étions frustrés. On était sur un radeau en train de se faire attaquer par des crocodiles, toi. Puis ma masse, évidemment, ratait tout le temps. Fait que là, j'ai décidé de lancer ma masse au bout de bras. Ouah! Par colère. Je dis, j'y donne un coup de pied au crocodile. Ben, j'ai fait une réussite critique et j'ai tué le crocodile sur le coup. Ce qui fait que par la suite, n'ayant plus de masse d'armes et voyant que mes pieds, en tout cas, ils ont eu un succès, j'ai continué à me battre avec mes pieds, puis là, soudainement, les dés roulaient pour moi. Fait que le jet de dés improbable, ça a été un réussite critique sur une attaque qui n'était pas prévue. Puis, par la suite, c'est devenu le style de combat de Montclair. Tu sais, 2e édition, à un moment donné, tu acquiers des compétences avec des armes. Ben, je les ai mis sur mes pieds quand j'étais rendu là. Et voilà. Fait que c'était le fameux prêtre qui se battait avec les pieds à cause d'un jet de dés improbable. Je m'attendais pas à faire une critique sur le coup de pied. 3. Quel est pour toi le jeu le plus agréable à lire? C'est un peu difficile à dire de même. Je dirais que ces temps-ci, j'ai un jeu qui est très agréable à lire, c'est Savage Worlds. J'ai du plaisir à lire ce livre-là. J'aime les mécaniques de jeu. Je suis intéressé par les mécaniques de jeu, puis ce jeu-là m'en donne pour mon argent. Non seulement la mécanique, je l'aime, je la trouve bonne, mais le livre, je le trouve le fun à lire, je ne sais pas pourquoi, mais quand je lis Savage Worlds, j'ai le goût d'y jouer. Ça m'amène là. Quelques autres lectures agréables que j'ai eues, ben, Défis fantastiques, j'avoue que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ça. J'avoue que quand je l'ai lu, ça m'amenait là où je voulais être avec ce type de jeu-là, type de jeu à la donjon. Je voulais faire différents donjons et j'ai trouvé chaussure à mon pied avec une alternative qui amenait à peu près le même feeling que, mettons, le vieux donjon, mais avec un système de règles qui me convenait beaucoup plus. Je trouvais ça très intéressant à lire, je le trouvais agréable à lire. C'est un autre jeu que j'ai trouvé agréable à lire, du même gars qui fait le Advanced Fighting Fantasy, là. C'était Humanish. Surprenamment, j'ai trouvé ça très agréable à lire. Mettons, le plus agréable à lire, si j'y vais, là, le moment présent, Savage World, c'est comme ma lecture au liste ces temps-ci. J'ai beaucoup de plaisir à lire ce livre-là. C'est bien écrit, c'est super simple à comprendre, mais c'est
c'est ça, savoureux, les exemples sont super bons. Puis ça me donne le goût du jouer. Vous allez m'entendre parler de Savage Worlds dans le futur, juste à cause, déjà, entre autres à cause parce que c'est le fun à lire. 4. La qualité préférée chez un joueur. Mais la qualité que je vais nommer, je pense, à faire ressortir plein d'autres côtés, ben c'est l'implication. Moi, un joueur impliqué, j'aime ça. Parce que on est supposé d'être dans une situation d'échange ici. Puis quelqu'un qui est impliqué, ben, théoriquement, est en position de bien échanger. OK? Il va être attentif. Il va s'investir dans son personnage. Il va être au courant des règles un peu plus. C'est ça. Quelqu'un qui est impliqué, un joueur impliqué, est un joueur qui va amener plein de belles choses autour d'une table. Il va être un joueur d'équipe. C'est une belle implication, on s'entend ici. 5. La qualité préférée chez un maître de jeu. Moi, je pense que c'est l'écoute, tout simplement. Le maître de jeu doit être à l'écoute. C'est un maître de jeu, en dehors de sa table, il a préparé sa partie, il est tout seul dans son affaire, tout ça. Mais c'est ça. Là, il faut pas juste que ce soit à sens unique quand les joueurs sont là. Il faut pas qu'il continue à être tout seul dans son affaire. Au contraire, il faut qu'il soit à l'écoute. Être à l'écoute des joueurs. Des joueurs qui donnent leur propre recette sur comment faire les choses et que le maître de jeu soit à l'écoute de ça et qui essaye d'intégrer ça à ce qu'il a préparé. Faire en sorte que les joueurs aient de quoi à dire, en fait, sur la façon dont l'aventure va se dérouler, puis qu'ils soient capables, un maître de jeu à l'écoute va laisser les joueurs modifier l'univers, à leur façon. Ouais, vous voyez le papier. J'ai le papier collé sur mon volant avec les questions. C'est bien plus sécuritaire. Tout le temps les yeux sur la route. Bon. Alors, c'est ça. Moi, je pense que l'écoute est très importante. Prochaine question. Le défaut redouté chez un joueur. Il y en a tout plein. Ben, tu sais, je pense, je vais dire le contraire du maître de jeu. Je vais dire le manque d'écoute. Tu sais, le joueur qui vient faire sa game à lui, mais qui n'est pas un joueur d'équipe. Tu sais, si tu manques d'écoute, c'est que tu n'écoutes pas les autres. Donc, tu sais, ça fait en sorte que tu peux rendre la partie pénible parce que soudainement, tu tires la couverte juste de ton bord, obligeant le maître de jeu, un maître de jeu bienveillant qui veut faire en sorte que tout soit bien, bien huilé et que tous les joueurs soient satisfaits de son expérience, mais en même temps, ça oblige le maître de jeu à travailler beaucoup plus fort avec un joueur comme ça pour pas nécessairement au bénéfice de la tablée. T'sais. Donc, un joueur qui n'écoute pas les autres, qui est dans sa game, ça, je nommerais celle-là. Il y en a d'autres, mais c'est celle-là qui me vient en tête. Le défaut, numéro 7, le défaut redouté chez un maître de jeu. Un maître de jeu qui te force dans son aventure. C'est un peu le contraire de l'écoute, mais en fait, c'est quelqu'un qui va te forcer dans ce qu'il a préparé. Ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Tu sais, moi, quand je suis joueur et que j'ai un maître de jeu comme ça, j'aime pas ça. Je me sens brimé. Tu sais, moi, j'ai envie que l'aventure se déroule en utilisant ma recette. OK? J'ai pas de problème avec un maître de jeu qui expose clairement les différentes étapes pour réussir l'aventure. Tu sais, vous devez aller porter l'anneau dans la montagne du destin. C'est le même qu'elle s'appelle. En tout cas. OK, tu sais, Seigneur des Anneaux. Parfait. Tu sais, la mission est claire. Le maître de jeu veut qu'on aille là. Puis, si on joue des personnages qui théoriquement sont intéressés à faire ça, pas de trouble. C'est ça que tu as préparé. Laisse-moi le faire à ma façon. T'sais. Donc, un maître de jeu qui me force dans sa façon de faire, dans ses méthodes, dans telle scène, tu dois faire ça. Non, c'est ça. T'sais, quand ça dépasse la simple suggestion, c'est ça. C'est un défaut de maître de jeu de vouloir forcer les joueurs dans comment il a vu ça. T'sais, comme bien des gens diraient, ben, rendu là, va t'écrire un roman. T'sais. Voilà. 8. Si tu savais du matériel illimité, qu'installerais-tu dans ta pièce de jeu? Moi, j'ai une relation assez particulière avec les objets. Je suis pas un gars qui s'attache aux objets. Ce qui fait que c'est une question qui est difficile pour moi parce que j'ai pas le besoin là. T'sais. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est d'une table, quelques chaises confortables, puis voilà.
Tu sais, qu'est-ce que j'installerais un frigidaire dans le coin pour mettre nos San Pellegrino ou nos autres boissons préférées. Peut-être éventuellement, si je viens à être un peu plus techno dans mes games, un écran de télé, là, un écran plat là, quelque part dans la pièce pour les images, tout ça, ça pourrait être intéressant. Mais tu sais, je travaille pas beaucoup avec l'informatique quand je fais du jeu de rôle. Moi, je travaille, c'est crayon, papier, mon affaire. Mais peut-être qu'à un moment donné, je vais trouver une façon de rendre l'utilisation technologique plus intéressante. Fait que peut-être dans ce sens-là, mais sans plus. Tu sais, je me vois pas faire une pièce décorée avec des torches puis des gargouilles, là, tu sais, c'est pas... Non, ça me met pas plus dans l'ambiance qu'il faut, là, tu sais. Une couple de posters de Rush puis de Donjons et Dragons, ça va faire la job, là, tu sais. Voilà, c'est pas plus que ça, hein. J'aurais du matériel illimité, je le mettrais ailleurs que dans une pièce de jeu de rôle. Alright. 9. Quel est l'endroit le plus incongru dans lequel tu as joué? Hey, je me souviens d'avoir répondu à une question de même dans RPG Week, RPG AD, des années passées. On racontait ça, j'animais dans une maison de jeunes du jeu de rôle. Puis, la maison des jeunes de Saint-Pie. Les maisons des jeunes, bien souvent, c'est des bâtiments récupérés qui avaient d'autres fonctions avant, puis que ça devient une maison de jeunes. Et c'est ça. Puis à Saint-Pie, c'est ça, je me souviens qu'on était prévu pour animer du Donjons et Dragons. Moi, en tout cas, j'étais là. Puis évidemment, dans la maison de jeunes, c'était un soir qui était très achalandé. Il y avait comme un disco à une place, il y avait de la musique à une place, il y avait des jeunes partout. Fait que la pièce qu'ils nous avaient trouvée, c'était un réfrigérateur géant, un réfrigérateur de restaurant. Bon, fait que ça a déjà probablement été un endroit où ils préparaient de la nourriture comme un restaurant. Fait qu'on était dans le frigidaire. Puis c'est ça, dans le coin, il y avait de l'eau qui coulait, je sais pas trop c'était quoi, ça avait l'air d'aller quelque part dans un trou dans le mur. Il y a tout le temps de l'eau qui coulait, c'était le mur était humide, mais c'est ça. Fait qu'on nous avait mis dans le frigidaire pour jouer à Donjons et Dragons. Mais c'était idéal parce que le frigidaire, c'est la porte est, elle est... Je perds le mot, là, mais elle est plus épaisse que d'habitude, bon. Puis c'est ça, parce que c'est un frigidaire pour conserver le froid. Fait que nous autres, on était dans le frigidaire, puis c'était super. On avait joué à Donjons et Dragons, là. C'était bien drôle. OK. 10. Quelle a été ta pire surprise en arrivant à une table? Ça m'est arrivé d'arriver désappointé à une table de jeu de rôle, mais je pense qu'une des surprises, une des affaires que j'aime pas, c'est quand on m'impose un joueur on the fly. T'sais, j'ai un... Tu sais, veut dire, ça m'arrive plus vraiment, mais ça m'est arrivé dans le passé que je commençais une game de donjon, j'avais comme organisé des joueurs, tout ça, préparé tout ça. Puis là, la semaine d'après, j'ai les joueurs en question, plus quelqu'un que je sais pas c'est qui. Puis là, il dit « Hey, peux-tu embarquer dans le game? » Là, ça, j'aime pas ça. Je trouve que c'est une mauvaise surprise. Tu sais, le jeu de rôle est basé sur un échange sain entre les joueurs. J'ai rien contre la nouvelle personne, sauf qu'elle n'a pas fait le processus préliminaire qui fait en sorte que comment je vais dealer avec cette personne-là. Ça peut bien aller, ça peut mal aller, mais c'est surtout que j'étais pas prêt à ça. Puis tu sais, faut que je vais dire les vrais mots, il faut que j'y chie un personnage là. Tu sais, fait que là, faut comme que... Tu sais, moi, j'étais mindé à jouer, j'étais prêt à jouer, mais là, non, soudainement, il faut que j'ouvre les livres de règles, j'essaie de faire un personnage un peu sur le fly. Puis, tu sais, j'ai eu des mauvaises expériences dans le passé de joueurs qui venaient carrément scraper à la game, tu sais, qui arrivaient, puis qui foutaient tout le bordel, parce que lui, tu sais, il venait jouer, je savais pas dans quoi il s'embarquait, mais il frappait sur tout, tu sais, OK, autrement dit, il jouait à l'idiot dans le game, tu sais. Puis, c'est ça, tu sais, fait que t'essayes de créer quelque chose, de construire sur ce qui a déjà été fait. Mettons que c'est une campagne, que ça fait quelques séances, puis là, t'as l'autre qui arrive, puis qui vient comme un peu tout bousiller, mais il faut comme l'accepter dans le groupe. Tu sais, il agit comme quelqu'un qu'on voudrait battre. C'est un personnage non-joueur qu'on voudrait battre, mais soudainement, il est dans le groupe, puis là, t'essayes de le respecter, mais soudainement, tu sais, il fait toutes sortes de niaiseries, puis là, tu vois l'irritation. Tu sais, j'ai eu des mauvaises expériences. Fait que moi, une mauvaise surprise, c'est de voir un invité non prévu arriver à une table de jeu de rôle. Puis, tu sais, un peu être pogné pour lui dire « Ah ouais, tu viens, tu sais. » Master, c'est sûr que
ça m'arrive plus vraiment. Ça m'est déjà arrivé à la bibliothèque, mais tu sais, c'est des jeunes, tu sais. Mais des fois, ils amène mon ami, tu sais, mais c'est ça, mais souvent, ils ont la décence de me demander la semaine avant est-ce que je peux amener mon ami la semaine prochaine, puis souvent, je leur dis non, surtout si la table est pleine. Si la table est pas pleine, je dis, ben, s'il reste une place, il peut s'inscrire, mais tu sais, au moins, je le sais une semaine d'avance, mais pas, tu sais, sur le fait, là, oh non, ça, j'aime pas ça. Si tu devais jouer 10 ans avec un seul jeu ou une seule campagne, 10 ans, ok, on a un certain nombre d'années ici. J'ai déjà déclaré dernièrement avec un RPG, oui, que je jouerais dans le monde de Titan toute ma vie. Ouais. Tu sais, mettons qu'on j'aurais à choisir juste un. Mais là, c'est 10 ans. Là, je le sais combien de temps que je sais, c'est pas toute la vie. C'est drôle, j'aurais pas tendance à répondre ça. Le monde, oui. Le jeu, non. Défi fantastique, malgré que j'adore ça, j'ai pas l'impression que je peux jouer 10 ans avec ce jeu-là. OK? On finit par faire le tour de ce qu'on peut faire avec ce jeu-là. Après, moins de temps que ça, je suis à peu près persuadé. Puis ça fait qu'il faut que tu refasses des nouveaux personnages. T'sais, parce qu'à un moment donné, les personnages qui viennent bien puissants, mais tu recommences. Fait que, on parle d'une campagne, on parle de quelque chose qui a une certaine continuité. Je ne sais pas avec quoi je ferais ça, sérieusement. J'ai comme pas d'inspiration sur le 10 ans. Peut-être ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de campagne qui durait plus qu'un an. Là. Fait que, tu sais, 10 ans. J'ai jamais fait 10 ans avec un groupe. Je vous le dis tout de suite, là. T'sais, j'ai eu du succès avec Star Wars, fait que je pourrais dire tout simplement, ben oui, Star Wars. C'est un univers avec le système D6, je sais pas. Oh. Ben, c'est madame, c'est la politesse que ça s'appelle. Bon, fait que oui, peut-être Star Wars, peut-être. Je sais pas, ça me vient pas. Tu sais, les jeux qui sont faits sur du long terme, de ceux que je connais, ils m'intriguent pas tant que ça, là. Peut-être que je serais tenté par des jeux plus crunchy rendus là. Quand tu as joué longtemps, peut-être que là, c'est le temps d'avoir des jeux qui t'offrent beaucoup plus d'options. Je vous dirais comme par exemple, je me suis acheté le Hero System dernièrement. Peut-être que ça serait un jeu que je pourrais considérer à ce moment-là pour m'ouvrir la possibilité d'aller vers toutes les subtilités nécessaires à maintenir ça sur du long terme. Je sais pas. Fait que j'irais avec Star Wars. Avec Star Wars, tu sais, t'as des possibilités dans Star Wars. L'univers Star Wars est vaste. Tu peux toucher à toutes sortes d'aspects juste qu'est-ce que les films ont présenté pour ouvrir la porte à plein de choses de l'univers de Star Wars. Fait que, voilà. J'irais avec ça. Quelle a été la mort de personnage qui m'a le plus marqué? Une autre anecdote qui est revenue quelques fois. J'ai fait une prêtresse de l'agriculture, Donjons et Dragons 2e édition, et oui encore, dans le temps de 2e édition, c'était l'affaire. Écoute, j'étais la meilleure combattante du groupe. Ça fait qu'on n'était pas vraiment fait pour le combat. Surtout dans un jeu où le combat est très important, c'était difficile. Ça fait du plaisir. À un moment donné, ma très fervente prêtresse d'agriculture qui croyait très fort à sa déesse, était dans une situation où une amie, une autre joueuse avec son personnage, a joué une demi-elfe, était comme sur le point de se faire sacrifier, je sais pas trop. Elle était inconsciente sur un autel, il y avait une entité noire qui venait du plafond, puis il s'en allait vers elle. Fait que j'ai dit, je vais sauver mon ami. Fait que j'ai décidé de me pitcher sur mon ami, puis d'invoquer le nom de ma déesse, que je me souviens même pas, en espérant que ça marche. Ben, je pense que la déesse d'agriculture, sa spécialité, c'est pas de repousser des entités qui viennent du ciel. Bon, j'ai raté un jet de sauvegarde et j'ai été morte. Bon. Au moins, je l'ai fait en étant convaincu que je le ferais. Tu sais, je l'ai fait en ayant un personnage très, très convaincu de son affaire, OK? Puis, je suis quand même fier de cette mort-là. Ça m'a marqué parce que je me disais, tu sais, OK, oui, c'est un save or die, comme on dit. C'est un dé qui a décidé de mon sort. Mais en même temps, tout ce qui a amené là, de la façon que je l'ai fait, je suis fier de la façon que j'ai joué ça. Je suis fier de la façon que j'ai réagi. Puis je l'ai fait vraiment en harmonie avec ce qui avait été établi avec mon personnage, puis ce que j'avais mis en tant que tel. Sinon, ce personnage-là, en fait, j'ai eu une partie solo avec le maître de jeu par rapport à où est-ce que mon âme était rendue. C'était vraiment pas clair. Et de toute façon, la game, elle a arrêté pas mal après ça.
voilà, le maître de jeu n'a pas pu continuer. Est-ce que le fait d'avoir tué mon personnage avec un seul jet de dés, pour s'apercevoir que d'une grosse faiblesse de deuxième édition, je veux pas faire de peine à ceux qui aiment ça, mais est-ce que ça l'a découragé? Est-ce que c'était pas comme qu'il s'imaginait que ça se passerait? J'embarque pas dans ce sujet-là parce que je suis rendu à la prochaine question. Si tu devais vivre dans un univers de jeu de rôle, quel serait-il? Je sais pas, là, tu sais, c'est tout le temps des univers. OK. De façon très terre à terre. Je veux dire, je veux pas me mettre dans le trouble, hein, c'est tout le temps des univers où il y a tout le temps des problèmes. Bon. Mettons, là, de ce point de vue-là, j'irais vivre dans le monde de ma petite pouliche, My Little Pony, comme ça, tu sais, au moins on essaye de travailler sur l'amitié. Déjà, ça serait pas mal ultime. Mais, mettons là qu'on dit l'univers jeu de rôle, parce que ça implique que je suis possiblement un héros là-dedans. Donc, j'avoue, je ne sais pas. Tu sais, moi, là, si je joue du jeu de rôle, c'est justement pas que ça soit la vraie vie. Tu sais. J'essaie de faire une différence entre les deux. Ben écoute, j'aimerais ça être dans le 17e siècle en France. Je fais juste penser à All for One. C'est un univers qui me branche vraiment. T'sais, le vivre pour vrai. T'sais, être mon personnage brise-cœur et que toute la population féminine de Paris sait qui je suis. Pour différentes raisons. Ça serait bien, hein? Mais c'est ça. Ça serait pas mal la meilleure réponse que j'aurais pour ça. OK, prochaine question. Ah, je suis en train de perdre ma feuille. Je sais, c'est très divertissant tout ça. De toute façon, je m'en vais me stationner. Fait que pour ceux qui étaient inquiets pour ma vie, ça va bientôt finir, cette inquiétude. Bon, prochaine question. Comment as-tu, c'est la numéro 14, comment as-tu entendu parler la première fois du jeu de rôle? En fait, c'est arrivé sur le fait. Une activité de bibliothèque sur les livres dont vous êtes le héros, dont j'étais un grand amateur à l'époque. Et j'avais jamais fait de jeu de rôle. J'avais lu Donjons et Dragons parce qu'il y avait comme une petite biographie de Steve Jackson et Ian Livingstone dans les livres. Puis il nommait le jeu, mais il disait pas c'était quoi. Fait que je connaissais le nom. Mais là, en allant à cette activité-là, j'ai été mis dans un groupe qui voulait jouer à ça. Mon cher ami Nelson, d'ailleurs, qui était le maître de jeu. Puis, en fait, je l'ai appris sur le fait. J'ai appris l'existence du jeu de rôle en étant lancé dans un groupe, puis en faisant les procédures, créer le personnage, puis les fameuses discussions qu'il y avait autour de la table pour faire en sorte qu'on crée le personnage, dans quoi est-ce qu'il sort d'univers, parler de règles, tout ça, puis d'arriver, bang, première partie, jouer, puis qu'est-ce que tu fais, puis de dire que, hey, j'ai pas un choix de limité, tu sais. C'est carrément comme ça, je n'ai entendu parler, j'étais carrément lancé dedans. Un peu comme Obélix, je suis tombé dedans. 15. Que penses-tu des chats autour de la table? J'ai pas de problème avec ça. Quand il est à la table, j'aime ça l'enlever parce que on a besoin de place pour lancer nos dés, hein, puis pour lire nos feuilles. Voilà. Fait que quand mon chat vient sur la table, on le tasse gentiment. C'est ça que j'ai à dire. Donc, c'était une 15 questions rôlistes dont je vous invite à participer, à répondre. C'était encore une fois très enrichissant. Donc, on embarque, on répond de la façon qu'on veut, mais sont là, dans les commentaires, je vais pouvoir vous y mener. François Letarte, JDR des 30 et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.